Bien, chers amis, il a donc été convenu que je vous parlerai aujourd'hui d'un événement historique qui est le 6 février 1934. Alors, il faut voir une chose, c'est que le 6 février, c'est un événement qui va recevoir des interprétations complètement divergentes et qui, en fin de compte, ne changera pas grand-chose à l'histoire. Néanmoins, je voudrais vous signaler un fait récent, quand même qui en dit long sur l'état de notre esprit public. Au cimetière de Charonne, une quinzaine de jeunes gens, comme vous, appartenant à un mouvement qui s'appelle l'Œuvre française, qui ne sont pas des Lumières, mais enfin, voilà. Ils sont venus déposer une gerbe sur la tombe de Robert Brasillac, qui a été fusillé le 6 février 1945, et qui était au 6 février 1934 et qui a écrit dans notre avant-guerre ses souvenirs sur le sujet. Ils ont été attendus par la police, qui a arrêté et mis en garde à vue les 15 personnes avec inculpation pour port d'armes parce qu'ils étaient munis de bâtons, qu'ils avaient d'ailleurs cachés dans les forêts. L'un avait un canif dans sa poche, une arme blanche. Ça en dit long sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est quand même grave de voir que des gens qui se contentent d'aller déposer des gerbes sur une tombe soient considérés comme des dangers publics. Je dis ça pour votre gouverne. Ce qui est sûr, c'est que le 6 février, c'est un événement qui est considéré par les communistes et l'extrême gauche en général comme une émeute fasciste, oubliant que le Parti communiste participait à cette manifestation. Pour les manuels d'histoire, c'est une tentative de coup de force, sans aucune preuve. Et au contraire, pour le PPF, pour Robaté, eh bien, c'est la preuve de l'incapacité de l'Action française, qu'ils appellent dans les décombres, par exemple, l'inaction française. Nous commenterons ces divers points de vue. Ce qui est sûr, c'est que le 6 février sera un prétexte pour la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées qui donne la possibilité de faire des dissolutions d'associations sans qu'il soit besoin d'un jugement. Et ceci a été renforcé encore en 1992 et au Code de la sécurité intérieure en 2012, ce qui explique pourquoi aujourd'hui on dissout les associations à tir-larigot. Il y en a tous les ans 4 ou 5 qui sont dissoutes. Je dois dire que la plupart du temps, ces associations qui sont dissoutes appartiennent à la droite radicale. Pour être précis, 53%. Le reste étant réparti entre un petit 20% pour l'extrême gauche et les mouvements séparatistes, et puis évidemment les mouvements islamistes quelconques. Donc, ont été dissoutes à la suite du 6 février la Ligue d'Action française, la Fédération nationale des étudiants d'Action française, la Fédération nationale des Camelots du Roi, le Mouvement social français des Croix de Feu, le Parti national corporatif républicain, autrement appelé Solidarité française, le Parti national populaire, c'est-à-dire les jeunesses patriotes, le Parti franciste, l'association dite des Croix de Feu et Brescar et l'association dite des Fils des Croix de Feu et Volontaires nationaux. Donc, voilà quel a été l'effet immédiat du 6 février. Notre exposé sera divisé en 3 parties. Je commencerai par vous parler de la situation de l'esprit public en 1934 et de ce qui se passe dans la classe politique. Ensuite, je vous parlerai du paysage politique à droite. Et enfin, je vous raconterai les faits, comment les choses se sont passées. D'abord, je commence par l'esprit public. À la fin de 1933, la société française est agitée par la crise économique suite de la crise de 29.
Et les gouvernements qui succèdent au cartel des gauches de 1924 alternent entre le centre droit et la gauche. Et nous avons, on est sous la Troisième République, une valse des ministères. D'abord, Édouard Herriot, Camille Chotan, Édouard Daladier, Albert Sarraut, tous ces gouvernements, qui sont tous plus ou moins de gauche, sont dominés par la maçonnerie. Il est un fait qu'à l'époque, la classe politique est entièrement dominée par la franc-maçonnerie. Alors, la maçonnerie, c'est une association, c'est une organisation discrète, qui a peut-être des buts très nobles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on adhère à la maçonnerie, c'est pas forcément que pour les buts très nobles. Il y a également des questions d'intérêt. Et effectivement, il y a de nombreuses affaires de corruption qui impliquent le gouvernement. D'abord, l'affaire Oustric. En 1929, le garde des Sceaux, ministre de la Justice quand même, est mis en cause dans cette affaire car il a été l'avocat conseil d'un escroc notoire et qu'il a obtenu l'introduction en bourse d'une société, alors qu'il était au ministère des Finances, une société qui, en fait, est une association de malfaiteurs. Et d'autre part, alors même qu'il était ministre de la Justice, eh bien, cet escroc célèbre, Oustric, continue à lui verser plus de 100 000 francs, à l'époque 100 000 francs c'était une somme, par an, à condition qu'il empêche les enquêteurs de faire leur travail. Très bon ministre de la Justice, franchement. Bon, alors évidemment, ça fait d'abord un scandale. Ensuite, l'affaire Hanau. Alors Hanau, c'est très amusant parce qu'il y a un film qui est paru sur elle qui s'appelle La Banquière. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors l'affaire Hanau, c'est une dame tout à fait respectable, mais qui aime bien gagner de l'argent rapidement et au besoin en utilisant des procédés qui ne sont pas très légaux. Alors d'abord, elle commence par vendre des faux médicaments aux soldats pendant la guerre de 14. C'est sympa. Ensuite, elle établit un journal de bourse qui va donner des conseils aux épargnants. Devinez dans quel sens il les donne, ces conseils. Et évidemment, comme il faut bien se servir le premier, il crée une compagnie générale financière et foncière. Donc, elle touche à la presse qui évalue les entreprises. Et puis, elle se sert la première, évidemment, cette entreprise, la première entreprise, c'est la leur qu'elles vont mettre en valeur. Et le journal le journal principal qui soutient le cartel des gauches, a affermé sa page financière à cette madame Marthe Hanau. Évidemment, quand ça s'apprend, c'est désastreux. Et à la suite des affirmations d'un député, une série d'investigations est menée et qui montre que, en réalité, les actions qui sont mises en vente par la société de Marthe Hanau couvrent des activités fictives. C'est du papier, quoi. Et alors évidemment, là, Marthe Hanau commence à être inculpée, inquiétée. Et devinez qui est-ce qui prend sa défense? Le président de la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelle Victor Bache. Devinez pourquoi Victor Bache prend position en faveur de Marthe Hanau. Je vous laisse y réfléchir. Et elle se défend comme elle peut, elle dit que non, qu'elle peut tout rembourser, etc. Mais la justice lui refuse la liberté sous caution, et puis finalement l'accorde à la demande du préfet de Paris, préfet de police de Paris, qui a peur qu'elle lui claque dans les doigts, et on la met en liberté contre une caution de 800 000 francs qu'elle ne peut évidemment pas payer, et finalement elle finit par se suicider. Mais ça fait quand même très mauvais effet. Et enfin,
Un autre scandale, alors là, particulièrement important, qui implique le Crédit municipal de Bayonne. Et c'est là qu'apparaît le personnage d'Alexandre Stavisky, qui appartient d'ailleurs au même peuple que Martano, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Stavisky a passé sa vie à faire des escroqueries. Il a l'habitude de mettre dans sa poche des magistrats et des hommes politiques. Et ainsi, chaque fois qu'il est inculpé, eh bien, les audiences et l'étude de son dossier est reportée. Il a bénéficié de 19 remises de son procès. Et pourquoi? Mais parce que le parquet est dirigé par le beau-frère de Camille Chautemps, qui est son complice. Et le 8 janvier 1934, qu'est-ce qui se passe? Stavisky est retrouvé mort. Ah, terrible! Il ne pourra pas dénoncer ses complices. Devinez ce qui s'est passé. Ah, évidemment, ça fait de très mauvais effets. Alors, la droite soutient que c'est Chautemps, le Premier ministre, qui a assassiné Stavisky pour l'empêcher de parler. Et quand le député Ibar Negaray du centre droit demande à la Chambre une commission d'enquête sur la question, le président du Conseil, Chautemps, refuse en disant « mais non, il faut laisser la justice faire son travail ». Là, c'est une erreur, et là, ça commence à fermenter et il y a beaucoup de protestations. La France est à l'époque traumatisée par la crise économique qui a provoqué une baisse du niveau de vie à tel point que, notez bien, c'est incroyable, le gouvernement a baissé de 20% le traitement des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Et, comme d'habitude, la République laisse à la droite le soin de prendre les mesures impopulaires d'austérité. Et d'ailleurs, la droite s'y prête toujours. Vous avez vu aujourd'hui M. Ciotti, M. Ciotti qui est d'accord pour faire voter pour les retraites, etc., etc. La droite est toujours d'accord la droite parlementaire est toujours d'accord pour jouer ce rôle-là parce qu'elle a faim de ministère. Et à ce moment-là, c'est le gouvernement radical de Daladier, premier gouvernement Daladier, avec ministres de centre droit qui ont pour mission précisément de prendre ces mesures d'austérité. Bien sûr, c'est l'indignation populaire. Pourquoi? Parce que ce qui apparaît, c'est que pour le peuple, on applique la rigueur, et pour les politicards, l'indulgence ou carrément le silence. Je vais maintenant vous décrire le paysage politique à droite. Je commence par l'Action française. C'est le plus ancien mouvement, autant en parler. L'Action française revendique à l'époque 60 000 membres. En fait, elle en a moins de la moitié. Elle a subi le choc à la fois du ralliement à la République par la bourgeoisie, à la suite de la fin de la guerre, de la condamnation par le pape, et des distances que le comte de Paris commence à prendre avec l'AF. D'ailleurs, il projette déjà de créer son journal qui commencera à la fin de l'année 1934, qui s'appelle Courrier Royal. L'AF s'appuie sur les Camelots du Roi, dont les effectifs sont assez limités, mais très actifs quand même, et très efficaces. Mais ce qui donne à l'AF son influence, c'est son quotidien, le journal L'Action française, dont tous les gens qui le lisaient disent que c'était un journal extrêmement bien fait, avec beaucoup d'informations intéressantes et beaucoup d'aspects d'activités culturelles. Il faut entendre un type comme Mauriac, qui n'était pas du tout de chez nous. Mauriac, à la télévision, il disait avec sa voix là comme ça, c'est un journal extrêmement bien fait. Jamais je n'aurais raté mon numéro de l'Action française. Nos ennemis politiques lisaient l'Action française. L'Action française jouait un rôle, un véritable magistère, sur la droite bien sûr, mais même sur toute la France. On faisait attention à ce qu'on écrivait. Quand on écrivait un article dans l'Action française, c'est que c'était quand même quelqu'un de valeur. Et c'est pour ça que les critiques que l'Action française faisait du système sont efficaces. Mais il est évident qu'à cette époque-là, elle n'est plus
Elle n'est pas ou elle n'est plus capable de prendre le pouvoir. Je vais parler maintenant d'un mouvement qui s'appelle les Croix de Feu. Est-ce que vous avez entendu parler des Croix de Feu? Qui est-ce qui n'a pas entendu parler des Croix de Feu? D'accord. Bon, remarquez, vous savez, ce qu'on dit sur les Croix de Feu, c'est beaucoup de pipou. Les Croix de Feu, c'est une association d'anciens combattants, créée en 1927, et qui par la suite ont fait venir d'autres catégories sociales. Elles ont pour but de maintenir l'esprit des tranchées, de solidarité, la fraternité, quelles que soient les opinions ou les origines sociales ou religieuses. Et ça, c'est un phénomène qui est commun à tous les pays anciennement belligérants. Il faut rapprocher cette importance des anciens combattants à l'Italie, par exemple, où les Arditi ont constitué la base des cheminots et du fascisme, ou en Allemagne, où vous avez deux organisations d'anciens combattants très importantes. La première, c'est le Stalin, et d'autre part, les corps francs, et qui ont joué un rôle historique. Hein. Alors, au départ, le groupe a été fondé par un gars qui s'appelle Dartois, qui est un soldat de valeur. Partant de simple soldat, il a fini capitaine à la fin de la guerre, mais le problème, c'est qu'il est un peu mythomane. Et il est lié à la droite nationaliste. En 1929, sur la recommandation des maréchaux Foch, Fayolle et Lyautey, il est remplacé par le colonel de la Rocque, qui est sollicité pour prendre la direction de l'association, et qui devient vice-président en 1930 et président général en 1931. Alors, la Rocque va complètement changer les Croix de Feu. Il va devenir une organisation politique, mais une organisation politique qui appartient à la droite modérée. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, la Rocque se réclame du christianisme social. Il réclame des modifications à la Constitution, l'établissement d'un régime de type présidentiel, et assez rapidement, il y a des centaines de milliers de gens qui adhèrent à l'association de la Rocque, les Croix de Feu. Alors pourquoi les Croix de Feu? Parce qu'ils portent un insigne qui représente une croix de guerre, avec des flammes qui sortent, et une tête de mort au milieu. Voilà. Et il y a très vite des milliers de gens qui adhèrent à cette organisation, et au moment du 6 février, on pense qu'il y a 350 000 personnes qui sont adhérentes quand même à cette organisation. Alors il organise également des œuvres sociales, il est partisan de l'association Capital Travail, du salaire minimum, des congés payés, qui ne sont pas encore votés. Hein. Il est pour le vote des femmes, pour le vote familial. Donc tout n'est pas mauvais chez lui. Alors, en fait, au moment de l'interdiction, qui aura lieu en 1936, les Croix de Feu ont 600 000 adhérents quand même. C'est une association très importante. C'est un puissant mouvement de masse qui a une réelle importance politique. Alors, c'est un mouvement militarisé. Il ne porte pas d'uniforme, mais il porte des brassards avec des galons, et les Croix de Feu portent des grades à l'intérieur de leur mouvement, etc., etc. Mais ils refusent absolument de s'allier avec les mouvements nationalistes. Par opposition à l'Action française, la Rocque adopte comme slogan, non pas politique d'abord, mais social d'abord. Et en décembre 1932, les Croix de Feu refusent de s'associer aux manifestations nationalistes qui ont été diligentées par l'Action française et les jeunesses patriotes contre le paiement de la dette contractée auprès des États-Unis. Parce que les États-Unis nous ont prêté de l'argent pendant la guerre de 14, mais cet argent, il faut le rembourser, évidemment. Hein. Et compte tenu du fait que les États-Unis n'ont pas respecté leurs paroles et qu'ils ont refusé, ils ont milité pour un traité de Versailles qui est un très mauvais traité, et qu'en plus ils n'ont même pas voulu le signer,
c'est un comble. Eh bien, l'Action française dit, écoutez, on ne vous donne plus rien, vous avez fait du sale boulot, on arrête. Et là, Larocque refuse de s'y associer. Larocque refuse le mot républicain, car il estime que c'est un terme de division, mais il accepte la République. Très logique. Alors, pourquoi? Il faut savoir que le père de Larocque et tous ses frères, il y en avait 4, étaient royalistes. Qu'est-ce qui a rendu Larocque républicain? Eh bien, c'est tout simplement le fait que c'est la République qui a gagné la guerre. C'est tout. C'est ça la question. Hein? Larocque n'était pas naturellement républicain, mais il a considéré que puisque la République avait gagné la guerre, il fallait s'y rallier. Alors, je parle également d'un autre mouvement moins connu qui s'appelle la Ligue des Jeunesses Patriotes, qui a été fondée par Pierre Tétinger et qui revendique l'héritage de la Ligue des Patriotes. Et ils ont 90 000 membres, dont 1500 sont des groupes mobiles, c'est-à-dire un peu des troupes de choc. En fait, les Jeunesses Patriotes, ce n'est rien d'autre que la résurgence de l'ancien parti bonapartiste. La fidélité dynastique en moins, mais c'est une droite qui est nationaliste et plébiscitaire. À noter que les Jeunesses Patriotes sont presque toujours alliés avec l'AF. C'est un mouvement qui marche de pair avec l'AF. Et puis vous avez le groupe Solidarité Française du parfumeur François Coty, un marchand de parfums, fabricant de parfums, qui a fait belle fortune et qui a créé son mouvement. Il a soutenu d'abord Georges Valois, le fondateur du Faisceau, puis ensuite il a soutenu les Croix de Feu, puis quand il a vu que les Croix de Feu étaient un peu mollassons, pardonnez-moi l'expression, eh bien il décide de fonder lui-même son mouvement. Et il a fondé un journal, à l'époque on fondait un journal comme on voulait, qui s'appelle L'Ami du Peuple, et il a un programme de réforme de l'État, lui aussi dans la tradition plébiscitaire et bonapartiste. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire, comment s'est produite cette manifestation. D'abord, il faut savoir que l'affaire Stavisky, avec toutes ces catastrophes, le meurtre déguisé en suicide de Stavisky, ça entraîne la chute du gouvernement de Daladier, et son remplacement deviné par qui? Par Chotan, qui est encore plus compromis que Daladier. Donc, dès le 7 janvier, l'Action française incite les Parisiens à huer les députés en criant « à bas les voleurs ». Et tous les jours du mois, il y a une manifestation devant le Palais Bourbon. Tous les jours, tous les soirs, il y a une manifestation. Les gens se mobilisaient facilement à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Et un nouveau débat sur l'affaire Stavisky, le 23 janvier, aboutit à un vote de confiance en faveur de Camille Chotan, celui qui était coupable, qui était complice de Stavisky. Et puisqu'il y a la majorité de gauche. Et à ce moment-là, alors, l'agitation s'accroît et la Fédération nationale des contribuables descend à son tour dans la rue. Et puis le 27 janvier, il y a les communistes qui viennent aussi participer à les manifestations et chaque fois, ils chantent l'Internationale. Alors, le problème, c'est que le garde des Sceaux, dont je vous ai dit qu'il avait été mouillé jusqu'au cou dans l'affaire Stavisky, se retire, donc il démissionne, et le gouvernement, par solidarité ministérielle, et surtout parce qu'il ne peut pas faire autrement, jette l'éponge le 28 janvier. Il y a quand même eu 2000 arrestations et plusieurs centaines d'agents de police ont été blessés. On appelle donc quelqu'un à faire le nouveau gouvernement et devinez qui c'est? C'est encore Daladier, qui reprend 8 membres du précédent cabinet et y ajoute 2 républicains de gauche, un républicain du centre et un vénérable de la maçonnerie qui s'appelle Eugène Frot. Vénérable, c'est un grade de la maçonnerie. Voilà.
Alors, Édouard Daladier comprend que tous les gens qui sont tellement compromis dans cette escroquerie et dans ce meurtre, eh bien, il faut les éloigner. Alors, il leur donne des mutations, promotions, pour les éloigner de Paris. Et là, Daladier se rend compte quand même que le gouvernement échoue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il mute le préfet de police, Jean Chiappe, qu'il estime trop favorable à la droite. Mais Jean Chiappe était très apprécié par tout le monde. Du coup, le préfet de la Seine, à l'époque, ça marchait comme ça à Paris, il n'y avait pas de maire de Paris, il y avait un préfet de police et un préfet de la Seine. Et le préfet de la Seine, c'est Édouard Renard, et il démissionne, et si on enlève le Chiappe, je ne suis pas en état de maintenir l'ordre, je démissionne. Il démissionne le 5 février 1934. Alors, le nouveau préfet de police, qui c'est un certain Adrien Bonnefoy-Cibourg, qui a été préfet de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise. Seulement, le problème, c'est qu'il ne connaît pas du tout Paris, il y va de temps en temps, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Et le gouvernement lui a donné de prendre ses fonctions au jour même, le jour même, avant même l'apparition au journal officiel. Et donc, quand il arrive, il n'y a personne, tout le personnel est parti, son adjoint s'est fait porter malade, donc il n'a pas une situation très facile. Hein. Et les mesures qu'a pris Daladier, on craint qu'elles aboutissent à une épuration par les fiches, car on annonce dans les couloirs que Végan, vous savez, le général Végan, qui est considéré comme trop à droite, va être mis à la retraite d'office. Alors Tétinger déclare, au moment où les révolutionnaires communistes décident de tenter le coup, on leur prépare des complaisances policières, gouvernement de voleurs et de traîtres. Et du coup, eh bien, on appelle de nouveau à une manifestation qui est destinée à fustiger les politicards véreux. L'Action française, dans un billet de Maurice Pugeot, invite les militants d'AF à se tenir prêts à l'heure et au lieu que nous leur indiquerons. Et il appelle les Français à se rassembler devant la Chambre. Le gouvernement Daladier ne prend pas peur, il y a quelques trublions, c'est une simple action d'agite propre. À ce sujet, Marcel Déat, qui par la suite, évidemment, a été condamné pour fait de collaboration, qui était à l'époque socialiste, SFIO, déclare, le 6 février, place de la Concorde, il y avait des réactionnaires, des fascistes, des petites troupes organisées et courageuses, oui, mais il y avait aussi une foule énorme de braves gens qui n'avaient pas d'opinion politique, mais qui, en revanche, avaient des sujets de mécontentement et de colère. Il y avait même des radicaux et des socialistes, et s'ils manifestaient, c'était contre les saligots qui déshonorent la République. En fait, le soir du 6 février, il y a plusieurs manifestations concomitantes. Celle des ligues, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'Action française, les Jeunesses patriotes, Solidarité française. Mais aussi, il y a les Croix de Feu, mais les Croix de Feu qui manifestent à part et qui ne communiquent pas leurs ordres, qui participent à minima. Et puis, il y a l'autre grande union des combattants qui s'appelle l'UNC, qui existe toujours aujourd'hui. Et puis il y a aussi la RAC, l'Association républicaine des anciens combattants, qui est un satellite du Parti communiste français, et qui sont là aussi le 6 février. Bien que leurs mots d'ordre soient radicalement opposés, puisque les ligues de droite disent nous voulons Chiappe, l'ancien préfet de police de Paris, et la RAC demande l'arrestation immédiate de Chiappe. Et c'est un peu un certain désordre. Et tous appellent à manifester le jour de l'investiture de Daladier à Paris, place de la Concorde. Si vous connaissez l'endroit, c'est facile, hein, vous avez la place de la Concorde, et puis il y a un pont, le pont de la Concorde, et le Palais Bourbon est en face.
À l'hôtel de ville, il y a un gouvernement fantôme qui a été composé d'un certain nombre de conseillers municipaux qui déclarent qu'ils sont prêts, si on le leur demande, à devenir ministres. Ça, si vous voulez, c'est l'habitude du 19e siècle. Ils font ça comme on a fait en 48, comme on a fait en 70. Hein, c'était comme ça déjà. C'est à l'hôtel de ville de Paris. Paris, c'est Paris qui fait les régimes. Donc c'est là qu'on pense que les conseillers municipaux sont prêts à faire face à la responsabilité qu'on va leur donner. Et là, les jeunes patriotes sont là aussi, sur l'ancienne place de Grève, devant l'hôtel de ville. Je ne sais pas si vous savez l'endroit, mais l'hôtel de ville, c'est pas au même endroit que la place de la Concorde. Hein. Et il y a deux personnalités des Camelots du Roi, Maxime Delsart et Binet Wallner, qui sont envoyés en tant qu'agents de liaison avec les conseillers municipaux de Paris. L'Action française a donné comme rendez-vous à Seliger et Camelot le croisement du boulevard Saint-Germain et du boulevard Raspail. Vous voyez, visualisez où c'est ? Le boulevard Saint-Germain, le Raspail qui est perpendiculaire et qui se trouve derrière le Palais Bourbon. Et là, l'idée, c'est que, ce qu'ils veulent, c'est atteindre la Chambre des députés. Pourquoi ils veulent atteindre la Chambre des députés ? Tout simplement parce qu'ils veulent faire apparaître sur place que la France ne peut plus être gouvernée comme ça et qu'il faut un nouveau gouvernement qui va être composé de gens honnêtes. Ça ne se passera pas comme ça. Pourquoi ? D'abord, le colonel de la Roque, avec ses croix de feu, dit « Vive la République, dispersion ». Et les 50 000 manifestants de la Roque, ils s'en vont. Donc, il reste 30 000 manifestants, dont une forte majorité d'anciens combattants qui sont là devant le Palais Bourbon pour protester contre les voleurs, à bas les bonheurs, davantage de civisme et d'honnêteté. Et il y a des milliers de militants qui tentent de marcher sur le Palais Bourbon. Et là, la gendarmerie s'y oppose. Là, les manifestants n'hésitent pas à utiliser des boulets de charbon. On se chauffait au charbon à l'époque, on lance des boulets de charbon. Des débris de fonte, on arrache les dessous des arbres. Vous savez, il y a toujours d'ailleurs à Paris des morceaux de fonte, des grilles de fonte qui sont sous les arbres. On les arrache, on les casse, et puis on les lance sur la police. Et là, la police, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle voit quand même qu'elle n'est pas tout à fait de taille, et ils se mettent à tirer. Et ils tirent sur les gens. Et les gens ne s'enfuient pas, mais au contraire, ils recommencent, et les affrontements vont se prolonger jusqu'à 2 heures du matin. Alors, que s'est-il passé ? D'abord, incompétence des chefs de la police. Le principal adjoint, je vous l'ai dit, Paul Guichard, s'est fait porter malade. Et puis, il y a une perte de sang-froid et un affolement complet des policiers et gendarmes. Il est impossible de savoir qui a tiré le premier, mais c'est probablement la police. Ils ont tiré sans ordre, soit pour se défendre, soit sous l'effet de la panique. Quelques officiers de la garde mobile ont reconnu avoir donné ordre à leurs gendarmes de tirer, mais de tirer en l'air. Peut-être que ça s'est pas vu, mais on a cru qu'on a tiré dessus. Et puis d'autre part, les manifestants utilisent également des pétards et des amorces et qui créent ou augmentent la confusion. Le colonel de gendarmerie dira que les sommations à la voix puis au clairon ont été faites. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de bruit que personne n'a rien entendu. En fait, le gouvernement n'a pas anticipé correctement la situation et n'a absolument pas prévu le nombre de manifestants qui seraient présents. Et du moment qu'on ne sait pas combien de manifestants on va avoir, on ne sait pas combien on va avoir de services d'ordre.
Et puis, la situation a été extrêmement mal gérée par les autorités, notamment par le préfet de police, qui savait qu'il n'y avait personne autour de lui, qui était pratiquement seul, et qui ne connaissait pas la ville de Paris. Les différents corps des forces de l'ordre se trouvent donc acculés devant le palais Bourbon et finissent par ouvrir le feu. En fait, il y a eu 600 cartouches qui ont été tirées, même pas rien. Pour l'ensemble, garde républicaine de Paris, gendarmerie départementale et gardien de la paix. Et toutes les balles retrouvées dans les corps des victimes sont le calibre des armes utilisées par la police. Alors, pourquoi la ROC est partie? Si la ROC était restée, peut-être les choses auraient été différentes. Tout simplement parce que la ROC ne veut pas faire d'actes contre la légalité républicaine, c'est tout. Et d'ailleurs, je vous signale qu'après la dissolution des Croix de Feu, la ROC crée un mouvement qui s'appelle le PSF, Parti social français, et ce Parti social français va passer un accord de gouvernement, non pas dans le but de gouverner, mais de laisser gouverner les radicaux, c'est-à-dire le parti politique le plus corrompu de tout l'horizon politique français. Le PSF se montrera toujours incapable d'une position claire pour une raison très simple. Il ne comprend pas ce qu'est une idéologie. C'est malheureusement souvent le cas chez les militaires. Du côté de l'AF, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à l'AF? Peut-être un certain manque de fermeté et d'imprévoyance de l'AF, puisque Maxime Réal-Dessarthe a quitté l'hôtel de ville où il était censé rester, et puis il s'est rendu au milieu de la foule, où il était très difficile de commander à ses troupes. Les troupes de l'AF sont éparpillées un peu partout et elles ne peuvent pas communiquer de consignes. Voilà. Alors il y aura quand même 25 morts. Hein. Voilà. Avec 600 cartouches, 25 morts. Hein. Je vous dirai qui sont les gens qui sont morts. Quelles sont les conséquences du 6 février? Alors d'abord, première chose, alors là, c'est hallucinant. Les membres du gouvernement sont saisis d'une trouille bleue que l'on apprenne vraiment ce qu'ils ont fait. Et il y a un magistrat qui est le chef de la section financière du tribunal de la Seine, le premier conseiller à la cour d'appel, le conseiller Prince. Et lui, c'est lui qui a réuni tous les documents. Et il a préparé un rapport complet sur l'ensemble des complicités que Stavisky a trouvées dans le gouvernement, et il se prépare à les transmettre à sa hiérarchie. Et notamment, il met en cause le procureur général Pressard, qui a averti Stavisky qu'il allait être arrêté et qui lui a permis de s'échapper. Eh bien, le conseiller Prince, il va lui arriver des tas de bricoles, puisque on lui envoie un télégramme lui disant que sa mère, qui est à Dijon, est en train de mourir, qu'il doit venir tout de suite. Il y va, mais c'est pas sa mère ou les gens qui avaient envoyé le télégramme et qui étaient censés l'accueillir à la gare qui viennent. Ce sont des malfrats qui le tabassent, le mettent dans une voiture, malgré ses cris, dont de nombreux témoins ont pu rendre compte. Et bien on retrouve le conseiller Prince sur la voie de chemin de fer, haché menu par le train rapide qui passait. Et le dossier, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a disparu. Le dossier sur l'affaire statistique disparaît, complètement évaporé. Alors la police conclut au suicide du conseiller Prince, et il y a un inspecteur tout à fait renommé qui s'appelle l'inspecteur Bonny. Ce nom vous dit quelque chose?
l'inspecteur Bonny, qui fabrique un dossier accusant la pègre d'avoir assassiné le conseiller Prince. Et curieusement, ces accusations, au bout de 12 mois, se termineront par un non-lieu. Et en 1944, Pierre Bonny, dont j'ai oublié de vous dire qu'il était devenu le chef de la Gestapo française pendant la guerre, Pierre Bonny déclarera à son médecin légiste et à son fils, au moment où il a été fusillé, que c'est lui qui avait fait assassiner Prince, mais que le meurtre avait été commis pour défendre la République. Bon, la République n'est pas très regardante pour ses défenseurs. Deuxième conséquence, le gouvernement Daladier démissionne et il est formé un gouvernement d'union nationale. Alors, dans lequel se trouve aussi Daladier. Décision prise, dans le doute, il faut frapper à droite. Et Daladier propose d'instaurer l'état de siège. Le problème, c'est que ni la police, ni la justice ne veulent appliquer ces consignes. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Quand les choses vont mal, quand il commence à y avoir que le gouvernement prend des décisions, il arrive fréquemment que ces décisions ne soient carrément pas appliquées. Et que vous avez des fonctionnaires qui se disent, après tout, les ministres, ça va, ça vient, celui-là, il partira, mais après, si c'est moi qui ai déclaré l'état de siège, tout ce qui se passera me sera imputé. Et donc, personne ne veut appliquer ces décisions. Et pratiquement tous les ministres de son ministère vont démissionner. Alors on fait un nouveau gouvernement, le gouvernement d'un certain Gaston Doumergue, un ancien président de la République, dans lequel il y a une majorité, une dominante de droite. Alors ce gouvernement va avoir une attitude d'attentisme et d'apaisement, mais il sera renversé par le gouvernement du Front populaire. Pourquoi ? Eh bien parce que la gauche va interpréter les événements du 6 février comme la preuve d'un danger fasciste. Et résultat, eh bien, face au danger fasciste, eh bien, la CGT qui à l'époque est socialiste, et la CGTU, qui était communiste, décident de faire la grève ensemble. Et le Parti communiste et la SFIO décident également de faire en même temps la même manifestation. Et ça, c'est ce qui va aboutir à l'unité d'action entre les communistes et la SFIO, et qui va aboutir au Front populaire, composé de radicaux, de socialistes, avec le soutien communiste. Et c'est dans le même moment qu'un certain nombre de membres de la presse chrétienne vont se rallier au Front populaire. C'est la naissance du progressisme chrétien. Dans le même temps, eh bien, vous avez une certaine extrémisation de la droite, qui est un peu écœurée de voir ce qui s'est passé, que finalement, il n'y a pas eu de sanction, personne n'a été puni pour ces vols. Et le 6 février représente en fait une occasion manquée dans leur idée, mais sans véritablement analyser leurs contradictions et leurs faiblesses. De son côté, les gouvernements successifs vont renforcer la sûreté générale, qui devient direction générale de la sûreté. On rétablit la possibilité pour les préfets d'arrêter les gens sans aucune raison, sans aucune motivation, simplement dans le but de procéder à une arrestation préventive pour des troubles qui pourraient survenir. De même, l'obligation de déclarer une manifestation avant qu'elle ait lieu est inscrite dans le décret-loi de 1935 qui oblige tout organisateur de manifestation à demander l'autorisation avant. Et le gouvernement, les préfets ont la possibilité d'interdire toutes les réunions sans raison, simplement si ces réunions peuvent faire redouter des troubles. Voilà. Alors, donc, les
les ligues seront dissoutes, je vous l'ai dit en introduction. La réponse des ligues sera soit de se reformer sous d'autres noms, comme l'AF. C'est ce qui s'est passé. L'AF a été dissoute, mais ça ne l'a pas empêché de continuer. Soit de se transformer en parti politique, comme le PSF, soit d'entrer dans la clandestinité, comme c'est le cas de l'organisation secrète d'action révolutionnaire nationale, plus connue sous le sobriquet de la cagoule. Voilà. Alors, conclusion. Le 6 février, c'est une péripétie tragique. Mais ce n'est pas une occasion manquée, car à aucun moment, les nationalistes n'ont été en mesure de prendre le pouvoir. D'abord, ce qui leur a manqué, c'est l'unité, car la courte vue du colonel de la Rocque a été la cause de son inaction. S'il avait voulu faire marcher ses troupes, il aurait pu certainement prendre le palais Bourbon. Mais prendre le palais Bourbon, c'est pas ça qui donne le pouvoir. Il aurait fallu aussi qu'il prenne le ministère de l'Intérieur. Donc il fallait des équipes qui aillent envahir le ministère de l'Intérieur. Il pouvait obtenir ce résultat en faisant revenir Chiappe, ou en disant qu'il revenait, et en constituant un gouvernement provisoire, mais à ce moment-là, il aurait fallu mettre en place un militaire. Alors, qui pouvait être ce militaire qui aurait pu diriger ce mouvement, ce gouvernement? Moi, je ne vois que Franchet-Desperrets, peut-être Végan, peut-être Lyautey ou Castelnau. Pas Pétain, qui à l'époque est tout à fait légaliste. De toute façon, tous les autres maréchaux de France étaient morts à ce moment-là. Les maréchaux de la guerre de 14, en 1934, la plupart sont morts. Et quant à la F, bien entendu, elle ne pouvait pas, avec ses forces déterminées mais insuffisantes, faire pencher la balance, et de loin. On peut lui reprocher peut-être de ne pas avoir donné de consignes plus précises, mais si elle l'avait fait, ce n'aurait pu être que des consignes de prudence, et on le lui aurait aussi reproché. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on n'a pas la possibilité de faire quelque chose, on ne fait pas semblant de le faire parce qu'on va quand même payer la note. Et je pense que Rebattet, dans son livre Le Décombre, est très injuste avec la F, au moins en ce qui concerne le 6 février. Je finirai avec le souvenir de Brasiac, Robert Brasiac, dans notre avant-guerre, qui dit ceci: ces troupes bigarrées, jetées dehors sans armes, écoutaient leur seul instinct et non pas un ordre précis. Au centre, où aurait pu se trouver une direction, il n'y avait rien. Mais si le 6 fut un mauvais complot, ce fut une instinctive et magnifique révolte, ce fut une nuit de sacrifice qui reste dans notre souvenir avec son odeur, son vent froid, ses pâles figures courantes, ces groupes humains au bord des trottoirs, son espérance invincible d'une révolution nationale, la naissance exacte du nationalisme social de notre pays. Je terminerai sur ces points. Des questions peut-être? Pour les morts, des personnes qui sont décédées dans la manifestation? La majorité des gens qui sont morts étaient d'AF. Il y a eu une vingtaine de morts, il y a eu 9 membres de l'AF, un sympathisant, donc à peu près la moitié. Et à part ça, il n'y a pas eu de croix de feu blessé, pour cause, il est parti. Il y a eu un communiste, il y a eu des membres des Jeunes Patriotes, oui, il y en a eu 3 ou 4, et puis peut-être aussi des membres de Solidarité Française. Et puis des gens qui n'étaient pas adhérents de partis politiques, c'est simplement anciens combattants. Donc voilà ce qui s'est passé. C'était quand j'ai en 64 pour le 30e anniversaire du 6 février, Aspect de la France avait fait un numéro spécial dans lequel on racontait tout ça. Il y avait les photos de tous les morts. Et c'était marrant parce que la même année, à Marseille, le quotidien de Gaston Defferre, le Provençal, avait fait également un numéro consacré à cet anniversaire et dans lequel il disait que tout c'était que des fascistes, etc.
qui est évidemment faux. Ce qui est évidemment faux, les gens étaient indignés de ça. Et d'ailleurs, bon, il faut reconnaître que jamais les membres du gouvernement n'ont pensé qu'il y avait un pardon à demander. Hein. La seule chose à laquelle ils ont pensé, c'est se cacher, se tirer des pattes, et éventuellement en massacrant les autres, en faisant mourir des gens. Il y a des gens qui ont des meurtres sur la conscience dans cette affaire. Hein. Voilà. Est-ce que dans cette affaire, il y a des gens qui ont réussi à être jugés ou vraiment ils se sont tous tirés en France? Ils sont tous tirés, sauf Stavisky évidemment, qui a été descendu. Mais sinon, non, il n'y avait plus de dossier. Tous les papiers avaient disparu. Stavisky, c'est plus parce qu'il savait trop de choses que parce que... Ah ben bien entendu, c'est pour ça qu'il a été descendu. Il ne méritait pas la peine de mort pour ce qu'il avait fait, je pense pas. Il méritait quelques bonnes années de prison, bah oui, ça c'est clair. Hein, vous savez, toutes ces escroqueries sont toujours la même chose. On vend du papier, on cultive la confiance aux gens et on pratique la chose suivante, c'est qu'on rembourse l'argent de ceux qui vous ont déjà prêté avec ceux qui viennent de vous prêter. C'est ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Ça fait classique. Hein. Mais le problème, c'est que les ministres, eux, voulaient se faire payer tout de suite. Et ils étaient payés tout de suite. Et la presse de l'époque, donc, n'a pas fait écho plus que ça par rapport à toutes ces affaires? Pardon? La presse de l'époque n'a pas fait écho auprès de l'opinion publique, parce qu'il y avait des organisations... L'opinion publique était indignée, bien sûr. Mais vous savez, il faut comprendre que le système républicain français est un système qui cultive l'anonymat des responsables. Donc, personne qui était responsable, tout le monde est personne. Donc, c'est pour ça que ils ont durci les lois, je vous l'ai dit, ils ont dissous les ligues, les associations, et puis ils ont augmenté les pouvoirs des préfets. Et la gendarmerie, vous savez, l'obéit toujours. Hein. La police l'obéit toujours, elle fait ce qu'on lui demande, même si elle sait qu'elle obéit à des pourris. Il ne faut pas croire. C'est seulement quand ça commence à se sentir mauvais que le policier se dit les gens qui me donnent des ordres ne seront peut-être plus au pouvoir demain, mais moi, ce que j'aurais fait, je serai puni pour ça. Alors là, c'est là que les choses commencent à partir. C'est clair. À ce moment-là, c'est ça qui est important. Et ne croyez pas que quand vous dites, par exemple, que vous allez punir les fonctionnaires ou les patrons, etc., vous trouverez toujours un fonctionnaire qui se dit oui, mais ça c'est pour les autres. Moi, au contraire, je vais en bénéficier et qui soutiendra l'insurrection. Et il y a toujours quelqu'un pour soutenir les insurrections. Oui. Justement, ce qui est étrange, c'est une récurrence du coup du régime républicain, la corruption, les magouilles, les assassinats également. Et malgré tout, à chaque fois, on ne parvient pas justement à rallier le peuple, on va dire à renverser justement le régime républicain. On l'a vu même avec le cas des Gilets jaunes qui finalement a rentré. Mais vous savez, il faut savoir une chose, c'est que c'est très difficile de renverser le gouvernement avec le peuple, pour plusieurs raisons. Et c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il fut un temps où le peuple était organisé. Vous savez, par exemple, les insurrections de Vendée, hein, là, le peuple... Vous êtes allé voir le film Vaincre ou mourir ? Allez le voir, c'est remarquable. À l'époque, dans les villages, les gens étaient structurés. Ils habillissaient leur famille, il y avait leurs notables. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils appellent leur chef? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir le châtelain du coin. Venez nous aider. Et ce qui est décrit pour Charette, c'est valable pour Bonchamp aussi et pour La Roche-Chablain. C'est pareil. Tous ces gens, on considère comme des chefs naturels. Donc il y a
dans l'attitude du peuple un aspect conservateur. Je veux dire, on est toujours fidèle à ses autorités. On va lutter contre l'autorité, mais on est, malgré tout, dans le cadre des autorités du quotidien. Mais quand il n'y a plus de structuration, il n'y a plus rien, là, on a affaire à une masse. La masse, vous la mobiliserez avec une émotion, mais ça va durer, c'est absolument pas une véritable troupe. Et pour les Gilets jaunes, que je connais bien, parce que j'y ai participé, moi, aux Gilets jaunes, c'était des gens qui n'avaient absolument aucun discours politique, aucune conviction politique. C'était incroyable. Ils étaient, pour eux, n'importe quel mot d'ordre, même totalement contradictoire, valait d'être soutenu. Donc, il n'était pas possible de les amener à avoir une attitude structurée, quoi. C'est pour ça que les Gilets jaunes, ça foutu la trouille, hein, au gouvernement. Les hommes politiques avaient vraiment les chocottes, hein. Mais c'était de braves gens qui n'ont absolument pas cherché à taper là où ça faisait mal. Rien. C'est pas facile de soulever les gens de manière durable. Pour les soulever de manière durable, il faut les structurer. Pour les structurer, il faut avoir un mouvement de gens qui leur parlent, qui s'approchent d'eux, qui leur donnent quelques convictions, pas de très très nombreuses convictions, mais certaines convictions. Et puis à partir de là, on peut les faire marcher. C'est très difficile. Et donc, en général, quand vous avez un renversement de gouvernement, il y a l'influence de la masse, des peuples, oui, bien sûr, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est deux choses. D'abord, qu'il y a des membres du gouvernement qui sont d'accord avec l'insurrection. Et d'autre part, il faut que le pouvoir soit lui-même incertain de lui-même. On renverse pas un pouvoir qui est bien structuré, hein, qui est sûr de lui. On renverse un pouvoir qui se trouve dans une situation de très beaucoup de doutes, dont les gens fichent le camp, comme c'était le cas du ministère Daladier, ils démissionnent tous. Parce que du coup, hier comme aujourd'hui, le grand souci, c'est que, admettons que février 34 est abouti, même admettons que les Gilets jaunes, n'importe quoi, ou par exemple la prise de pouvoir à la présidence d'Éric Zemmour, le problème étant qu'il y a l'institution qui est tellement bien ancrée, le système républicain est tellement bien ancré que c'est compliqué en fait de totalement faire table rase. C'est compliqué. Quand vous voyez que les flics commencent à se carapater, qu'ils viennent plus, ça commence, les choses deviennent possibles. Mais encore faut-il avoir quelqu'un dans la place. Sans ça, je n'y arriverai pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la place. Il faut qu'il y ait des hommes politiques, des politicards qui acceptent d'y jouer. Et puis, il faut avoir une force de décision. Regardez le 18 juillet 1936. Hein? Vous avez suivi comment ça s'est passé? Au départ, les généraux ne sont pas du tout d'accord pour faire l'insurrection. Que font les généraux insurgés? Ils envoient un colonel, un général, pour rencontrer le général qui commande la place. Mais quand le général refuse d'obéir, il lui file une balle dans la tête. Hein. À ce moment-là, les choses ont commencé. Mais si, au départ, s'ils se contentent de dire, écoutez, général, soyez gentil, vous êtes patriote, non, ça ne marche pas. Le général, il vous met aux arrêts, puis c'est vous qui allez passer au peloton. Donc c'est comme ça. Il y a une prise de risque qui se fait à ce moment-là. Et il faut y faire participer il faut qu'il y ait des gens du pouvoir qui participent. On ne peut jamais renverser un pouvoir sans avoir quelqu'un dans la place. J'ai une question. Comment ça se fait, pour la faire Dreyfus, autant dans les conclusions que vous en tirez, je peux comprendre l'énergie qu'a mis le mouvement à l'époque là-dedans.
pourquoi, sur le 6 février 1934, dans nos propres rangs, il y a encore ce mythe d'occasion manquée, que vous avez très bien décrit. Mais il y a l'occasion manquée, mais c'était même l'occasion n'a même pas été tentée. Il faut comprendre que l'occasion n'a même pas été tentée. Pour que l'occasion se tentée, il aurait fallu que la ROC marche dans la combine, mais il ne le voulait pas. C'était un esprit anti-politique. Et vous savez, toute sa vie, la ROC est restée anti-politique. Il a soutenu le Parti radical, comme je vous ai dit. Quand est arrivé le gouvernement de Vichy, il a soutenu le maréchal Pétain, mais il a soutenu en refusant vraiment d'avoir un rôle. Et puis finalement, en 1944, quelques semaines avant la libération, il a fondé un mouvement de résistance, c'était bien temps. La première chose qui s'est passée après la libération, il a été emprisonné pendant 6 mois. Vous voyez, il n'a rien fait. Chaque fois, il a loupé tous les coches. C'est un personnage vraiment étrange. C'était pourtant un officier tout à fait sérieux, courageux, qui s'était bien battu. Mais qu'est-ce que vous voulez, il n'avait absolument pas la tête politique. Il ne comprenait rien à la politique. Il ne comprenait pas ce que c'est que la République. Et c'est lui qui a fait des gros bataillons. 600 000 personnes, vous vous rendez compte, ça représente 600 000 personnes membres des Croix de Feu. Comme ça. Et ça servait à quoi? À rien. On peut comparer un peu la ROC à Gil Robles en Espagne. Il avait fait un mouvement un peu semblable. Il s'appelait la CEDA. Oui, il me fait penser à un certain général américain pendant la guerre de sécession, qui a d'ailleurs fait une brève carrière politique aussi. C'était un peu le même genre, le style. Donc, quel général pensez-vous? McClellan. Oui. Ah oui. Qui avait fait pareil. Oui, pas exactement fait pareil, mais disons que militairement, il était dans l'inaction aussi, et la réaction, parce qu'il n'avait pas forcément les moyens. Mais après, en politique, c'est pareil, il a fondé un parti contre l'école, qui a pu passer au pouvoir, mais qui, pareil, était basé sur rien. Voilà, ça. Alors aujourd'hui, la ROC est méprisée, mais tous les gens qui veulent le réhabiliter ont beaucoup de mal, parce que effectivement, quand on fait quelque chose, il faut le faire vraiment. Pourtant, il y a beaucoup de nostalgiques. Comment? Pourtant, il y a beaucoup de nostalgiques. Ah oui, bien sûr, bien sûr. De la ROC. Moi, j'ai connu des gens qui étaient aussi février. J'ai connu des gens qui se rappelaient. Tout ce dont ils se souvenaient, c'est qu'ils étaient au milieu d'une foule terrible, puis quand les coups de feu claquaient, tout le monde se cachait, on essayait de s'enfuir ou aller vers les gendarmes. Enfin, c'était... Est-il encore des questions? Merci de votre attention.